Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un point lecture. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas tourné, j'en ai pas filmé de tout le mois de décembre. Donc du coup, je reprends avec ce point lecture sur toutes mes lectures de novembre et décembre, hors romance de Noël. Donc vous verrez, j'ai très peu lu en cette fin d'année. Du coup, j'ai seulement 7 livres à vous présenter. Et j'avais lu également du coup 5 romances de Noël. Donc au total sur les 2 derniers mois, j'ai lu que 12 romans. Ce qui est par rapport à mon rythme en règle générale plutôt peu. C'est pas très grave. Cependant, je suis un petit peu déçue parce que ces 2 mois de lecture, en plus de pas être très productive, enfin de pas avoir eu le temps de beaucoup lire, j'ai pas eu de super lecture. Il y en a qu'un ou deux qui m'ont vraiment bien plu. Mais voilà, donc c'est pas une super moisson, on va dire. Je vais donc vous les présenter comme un peu comme d'habitude, hein, plus ou moins de celui que j'ai le moins aimé jusqu'à celui que j'ai préféré. Et on commence tout de suite avec la boîte à musique d'Agatha Christie, sortie chez Albin Michel. Je suis une fan de cette autrice. C'est l'une des autrices qui m'a fait me plonger dans les policiers et les romans à suspense, gentillés on va dire. Et du coup j'ai quasiment lu tous ces romans. Je pense que je suis pas loin de les avoir tous lus. Et j'avais trouvé celui-ci une brocante il me semble. Et effectivement je ne l'avais pas, donc je me suis jetée dessus. Et j'ai enfin pris le temps de le lire puisque ça faisait plusieurs années qu'il traînait dans ma palle. Je suis très déçue par ce roman. Alors autant je ne me rappelle pas ne pas avoir été satisfaite par toutes les lectures que j'ai faites de cette autrice auparavant, mais alors celle-là, vraiment, j'ai trouvé... Alors je vais vous dire un petit peu de quoi ça parle. Je n'ai plus le résumé, voilà. Alors... À Montclair, personne n'a pardonné à Parker Bennett, un riche financier disparu 2 ans plus tôt avec 5 milliards de dollars. Personne sauf sa femme et son fils. Lorsqu'elle franchit le seuil de leur maison, Lane, je ne sais pas comment ça se prononce, ignore les terribles secrets qui l'habitent. Voilà, en gros, en fait, il y a un riche investisseur qui a disparu avec l'argent de tous ses investisseurs, justement. Et il a laissé en plan sa femme et son fils, qui donc sont plus ou moins accusés peut-être, enfin pas accusés, mais il y a toujours cette suspicion de savoir s'ils étaient au courant, pas au courant, s'ils savent où est-ce qu'il a disparu ou pas, enfin voilà. Et là-dedans, on a une décoratrice d'intérieur, Lane, qui va redécorer la maison de la mère, enfin de la femme plutôt, de ce financier disparu. Voilà. Et donc elle va rencontrer mère, femme et fils. Voilà. Franchement, je n'ai eu aucune empathie pour les personnages, je ne me suis pas du tout attachée à eux, je les ai trouvés sans profondeur, j'ai trouvé parfois leurs réactions très étranges, j'ai trouvé qu'ils... Je sais pas, je les ai pas particulièrement appréciés. L'histoire en elle-même, pourquoi pas, mais pas de suspense du tout, alors que d'habitude, je suis toujours... c'est un page turner, hein, donc j'ai toujours envie de savoir la suite. En général, c'est des petits paragraphes courts qui suivent plusieurs... Enfin, on est dans la peau de plusieurs personnages, et ça donne toujours envie d'aller plus loin et de découvrir ce qui se passe. Là, pas du tout, pas de suspense. Enfin, très très peu. Enfin, je peux même pas qualifier ça de suspense, cette petite intrigue, mais vraiment, voilà, je me suis pas du tout retrouvée dans cette histoire. Enfin, l'écriture est toujours la même, hein, fluide, mais voilà, c'est la façon de tourner l'histoire, la façon d'amener l'histoire. Franchement, ça m'a pas du tout plu. Alors, c'est sans doute une des premières fois où j'ai mis, je crois, la note de 2 sur 5 à ce roman. C'est dans toute l'année 2021, c'est la moins bonne note que j'ai mise, parce que je suis en général bon public et il faut vraiment que le livre soit très mauvais pour que je n'aime pas, ou alors je l'abandonne, donc comme ça je le comptabilise même pas. Celui-ci je suis allée jusqu'au bout, mais franchement, voilà,
Je suis dure, mais c'est à la hauteur de ma déception parce que vraiment, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on enchaîne. Alors après, c'est des lectures qui m'ont toutes plu, mais qui n'étaient pas transcendantes. Je commence par 24 heures de trop de Lorraine Fouché aux éditions Succès du Livre. C'est peut-être la collection Succès du Livre. L'édition, c'est... Non, c'est ça, Succès du Livre. Bref. Je crois qu'à la base, c'était un Flammarion, il me semble. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, sûrement. Non, c'était un Robert Laffont à la base. Donc là, on suit, comment s'appelle-t-elle? Lisa, qui est médecin généraliste. Et un matin, elle reçoit une jeune femme à qui elle annonce qu'elle est séropositive. Et quelques heures plus tard, cette jeune femme a un accident et elle meurt. Grâce à cet accident, le frère de Lisa, qui est en attente d'un cœur, va pouvoir recevoir ce fameux cœur qu'il attend depuis plusieurs mois, il me semble. Bref, il va se passer un événement qui fait que Lisa va revivre une deuxième fois cette journée et elle va devoir faire des choix par rapport au fait que si elle n'annonce pas à cette jeune femme qu'elle est séropositive, est-ce qu'elle va avoir son accident? Est-ce que son frère va avoir le cœur qui va lui sauver la vie, etc. Vous voyez un petit peu le genre. C'était sympa. Franchement, c'était une lecture tranquille, sans prise de tête. Les personnages sont plutôt attachants. Voilà, c'est pas remarquable. J'en garderai certainement peu de souvenirs. Mais ça m'a fait passer un bon moment. Ça se lit super vite. Vous voyez, c'est écrit hyper gros, hyper aéré. Il a peu de pages. On est sur du 282 pages, donc vous voyez, c'est vraiment très court. Donc ça m'a fait passer un petit moment sympathique, mais voilà, c'est sans plus. L'écriture est très simple, on va dire, simple et efficace en fait. Voilà, donc ça se lit très bien, mais voilà, faut pas s'attendre à des retournements rocambolesques, etc. C'est sympa, sans plus. Ensuite... je me suis lancée, vous le savez si vous avez déjà suivi mes vidéos, que je me suis lancée dans le challenge de Pauline sur la chaîne Lily Littéraire, sur laquelle on lit un Jane Austen par mois. Bon, au mois de décembre, pardon, je me suis ratée, mais au mois de novembre, j'ai lu le livre qui était prévu, qui n'est autre que Raison et Sentiment. Donc là, on suit deux sœurs, Elinor et Marianne Dashwood, et on suit leur pérégrination dans le monde, dans la sphère mondaine de l'époque. C'est un classique. J'avais lu donc par rapport à ce challenge que a lancé Pauline, le Amour et Amitié, donc qui est un des tout premiers textes complets de l'autrice quand elle avait une quinzaine d'années, donc adolescente, que j'avais plutôt bien aimé, avec toute l'ironie et toute la façon qu'a l'autrice de dénoncer les romans romantiques de l'époque, etc. Et j'avais bien aimé, c'était pas super, mais j'avais bien aimé. Donc j'attendais quand même beaucoup de celui-ci, pardon. Sauf que je l'ai trouvé un peu long. J'ai trouvé que c'était un peu longué. J'avais l'impression d'être toujours dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est du Jane Austen en règle générale, mais j'ai pas ressenti ça dans Amour et Amitié, qui est pourtant était moins... Bon, après, il était plus court, donc peut-être que ça y jouait. Mais en tout cas, j'avais pas ressenti ça. Là, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. J'ai trouvé que c'était un petit peu mou, un petit peu fade, on va dire. Voilà. Alors, par contre, j'ai adoré les deux sœurs, Elinor et Marianne. On est beaucoup dans l'introspection, donc on est beaucoup dans leur tête, enfin surtout Elinor. Et j'ai bien aimé ces deux personnages, j'ai bien aimé les dialogues entre elles, j'ai bien aimé voir comment elles appréhendaient le monde avec deux caractères complètement différents. Elinor est plutôt réservée, plutôt raisonnable. D'ailleurs, Raison et Sentiment, ça traduit assez bien le caractère justement des personnages, puisque Elinor est plutôt dans le raisonnable et Marianne est plutôt dans l'émotion.
Et du coup, ça donne des réactions complètement différentes à des situations identiques. Et c'était sympa à découvrir. Je pense que je lirai Orgueil et Préjugés. Donc c'est celui-ci qui était prévu pour décembre, que je n'ai pas eu le temps de lire. J'espérais pouvoir le faire en janvier, mais en fait, en janvier, je vais me consacrer aux lectures du PLIB. Donc du coup, j'aurai certainement pas le temps. De toute façon, les filles ont repoussé les lectures communes pour l'instant, puisqu'apparemment ça fait beaucoup en peu de temps. Donc je verrai si j'arrive à les rattraper ou pas. Il paraît qu'Orgueil et Préjugés est encore meilleur que celui-ci, donc quoi qu'il en soit, je me le suis procuré, je tenterai de le lire. Ensuite, j'ai lu, donc dans le cadre du PLIB justement, le premier tome de la saga Capitale du Sud, le sang de la cité de Guillaume Chamanadjan, dans le projet global qui s'appelle La Tour de Garde. Pour rappel, c'est un projet dans lequel il va y avoir deux trilogies, pardon. Une écrite par Guillaume Chamanadjan qui s'appelle Capitale du Sud et une écrite par Claire Duvivier qui s'appelle Capitale du Nord, que j'ai dans ma palle, enfin en tout cas le premier tome, mais que je n'ai pas encore lu. Donc celui-ci, c'est celui point de départ. Donc dans cette histoire, on suit Nox qui vit dans une grande cité dans laquelle il y a plusieurs maisons. Lui, il est commis d'épicier, mais il est sous la protection d'un des chefs d'une des maisons. Alors, je ne me rappelle pas, c'est pas chef qu'on dit, mais le mot ne me vient pas, c'est pas grave. Et un jour, il va se retrouver, donc pour une livraison, la personne à qui il va livrer va lui offrir un livre de poésie. Et ce livre de poésie va faire un peu écho en lui, il raconte l'histoire de la cité. Et grâce à ce livre, il va y avoir des espèces de conséquences surnaturelles, on va dire. Là encore, j'ai trouvé que ce roman était lent. Alors c'est hyper bien écrit, la cité est très bien décrite, c'est presque un personnage en elle-même. Surtout qu'il y a pas mal de mouvements dans cette cité au niveau architectural. Nox est un gamin sympathique, je me suis attachée à lui quand même, attention, j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver, donc je continuerai la saga, mais j'ai trouvé que c'était longué. Alors, c'est un premier tome, ça met en place, et tout d'habitude, ça me gêne pas tant que ça, mais là, je sais pas, il y avait vraiment un côté mou et qui m'a moyennement plu. Alors, arrivé vers, pas la fin, mais presque quand même, hein, aux 2/3, il commence à avoir un petit peu plus de mouvement. Mais là encore, j'étais un petit peu frustrée parce que le personnage subit vraiment ce qui se passe autour. Il a... le peu de fois où il essaye d'intervenir, ben, il y a des choses qui font que ça se passe, ça marche pas. Et j'ai trouvé ça plutôt frustrant. Donc, c'était une bonne lecture, je peux pas dire le contraire. Mais voilà, j'ai trouvé que ben, c'était un petit peu mou, voilà, principalement. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus d'implication de la part du personnage principal. Voilà, je dirais donc la suite, hein, comme je vous l'ai dit, avec grand plaisir, malgré tout. Et j'espère que ça va donner quelque chose de plus vivant dans les prochains tomes. Parce qu'en tout cas, c'est ce que ça laisse à penser, parce qu'il y a quand même beaucoup de pistes, enfin il y a des pistes qui sont lancées, mais il y a aussi des mystères qui sont lancés et qui, ben, pour lesquels j'ai envie de connaître ce dont il retourne. J'ai ensuite enchaîné avec une lecture toujours pour le PLIB 2022, enfin pas enchaîné puisque c'est pas dans l'ordre, hein, mais je vais vous parler de cette lecture que j'ai lue en e-book. Je vous le présente là, mais je vous mettrai aussi le petit encart ici, enfin la couverture, ça sera plus visible. Donc c'est Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, sortie aux éditions Rivka. Voilà, sans le reflet. Je vous mettrai plutôt la couverture ici. Donc, dans ce roman, on suit Prospérine qui vit dans un monde, en fait, où les gens doivent soigner les lettres d'un texte. Donc, le village de Prospérine vit grâce au texte d'une autrice qui n'a jamais été éditée, mais qui n'a jamais terminé son texte non plus. Mais ils sont là pour l'entretenir, faire en sorte que les phrases, les lettres, etc. ne s'effondrent pas. Dans son village, Prospérine est un petit peu différente puisqu'elle ne souhaite pas participer aux soins des lettres de leur texte, mais préfère être, pas jardinière,
fleuriste, pardon. Donc elle soigne des fleurs qui ont toutes des particularités assez étranges et drôles. Et elle va découvrir un jour dans son jardin un cadavre. Voilà, et elle va partir mener l'enquête. C'était drôle, c'était frais, les personnages sont hauts en couleur, surtout Prospérine. Elle va rencontrer donc quelqu'un qui va l'aider dans ses recherches. Il va y avoir aussi son frère comme personnage assez principaux sympathique. Donc son frère qui a aussi des capacités un petit peu étranges liées au texte. C'est original vraiment par rapport au fait que l'autrice fait beaucoup de références à la langue française. Donc elle l'utilise un petit peu de façon différentes de ce qu'on a l'habitude. Et franchement, c'était vraiment très original, très frais, très sympathique, très drôle. Malgré tout, ça reste du jeunesse. Et moi, le jeunesse, j'ai toujours un peu l'impression qu'il me manque le petit plus qui ferait que ce serait un coup de cœur. Donc c'est une très bonne lecture que je vous recommande parce que vraiment, elle a de l'originalité et on passe un très bon moment. Donc surtout si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler du coup de mes 2 dernières lectures, les 2 meilleures, on va dire, de ces 2 mois. J'ai lu Le Chant de l'assassin de R.J. Eloré aux éditions Le Livre de Poche dans le cadre du Black November organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors là, on est en 1972 et le jeune Evan sort de prison. Non, c'est pas Evan, pardon. Henri. Le petit Henri sort de prison, voilà, c'est ça, où il a partagé sa cellule avec un certain Evan, et ce Evan lui demande de, une fois sorti, retrouver sa fille pour lui remettre une lettre. Donc Henri, qui pense devoir quelque chose à Evan, puisque pendant son séjour en prison, Evan l'a aidé à survivre, tout simplement. Donc, il part à la recherche de Sarah, la fameuse fille de Evan. Il va se retrouver dans le petit village où a vécu Evan dans sa jeunesse. Et il va rencontrer son frère, enfin le frère de Evan, donc il s'appelle je ne sais plus comment. Je ne sais pas écrit. Bref, qui est le shérif de la ville. Et on va bien vite se rendre compte que ce shérif ne veut plus rien avoir à faire avec son frère, qui est en prison, qu'il ne veut absolument dévoiler ne rien dévoiler sur la fille de son frère, donc sur sa nièce, qu'il aimerait bien que Henri décarpisse au plus tôt. C'est sans compter sur ce jeune garçon Henri qui est têtu comme une mule. Voilà, c'était un excellent roman. Alors, il y a là encore, il y a des longueurs. Et là, étrangement, ça m'a absolument pas dérangé. Parce que j'ai trouvé que ça servait l'histoire. Ça nous met particulièrement dans cette ambiance de petite ville un peu glauque où le shérif a un peu tous les droits, connaît les petits secrets de tout le monde. Enfin, vous voyez un petit peu le genre. Et du coup, ces longueurs, enfin ces explications, ces détails permettent vraiment de s'imprégner de cette ambiance-là. J'ai adoré Henri, ce jeune qui s'est retrouvé en prison à cause d'une bêtise, hein, clairement, et qui essaye de se repentir en aidant Evan enfin en tout cas à écrire à sa fille. Et voilà, il y a un petit peu des choses qui sont un petit peu tirées par les cheveux, mais franchement, ça le fait quand même. Et j'ai passé un excellent moment. J'ai lu ce roman avec grand plaisir, en peu de temps, malgré qu'il fasse 500 et quelques pages, hein, 568 pages. Voilà, vraiment le personnage d'Henri est vraiment sympa. Le frère d'Evans aussi, il y a tout un côté psychologique qui est vraiment intéressant. Parce qu'on plonge dans leur passé, hein, pour comprendre pourquoi ces 2 frères ont un problème de communication, enfin qu'ils ne s'apprécient pas. Hein. Donc on replonge dans leur passé, puisqu'il y a un mélange, c'est en double temporalité, il y a un mélange présent-passé. Et on comprend les erreurs, les mauvais choix qui font, qui ont des conséquences sur toute une vie, en fait, même parfois plusieurs vies, et donc là c'est réellement le cas d'une famille, des amis autour, voilà, c'est vraiment
il y a vraiment cette partie psychologique qui fait que ben, on voit toutes les conséquences de certains choix et de certains mauvais choix et de certains actes ou actes manqués du passé, et c'était super intéressant et je vous recommande fortement ce roman. On arrive au dernier que je vais vous présenter, que j'ai lu aussi dans le cadre du PLIB 2022. C'est une jeune autrice, Anna Klestel, qui a écrit Eden Island, le tome 1, Le Secret, chez les éditions Inceptio. C'est une dystopie young adult, comme on en voit beaucoup, sans grande originalité. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice l'a traité. Donc, on se retrouve sur une petite île. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref, sur la petite archipel d'Eden Island, voilà, tout à fait, où les gens vivent bien avec le peu qu'ils ont. Donc, il y a une espèce de matière qui a été inventée avec laquelle ils peuvent faire plein de choses. Et ils vivent en une complète autarcie, hein, et ils n'acceptent personne d'autre dans leur petit monde. Là-dedans, on découvre Analia qui est un petit peu privilégiée hein, dans ce monde-là. Son père fait partie d'une espèce de gouvernement, donc voilà, elle vit bien. Et on va découvrir Elan qui lui par contre vit en dehors de l'archipel et qui par un événement va se retrouver sur l'archipel. Et donc on va bien sûr avoir ces deux jeunes qui vont se rencontrer, qui vont confronter leur vision du monde et leur passif et leur vécu, etc. Donc vous voyez, ça reste quand même très classique. Mais j'ai bien aimé le traitement qu'on a fait, j'ai bien aimé ces deux jeunes, hein, leur mentalité, leur façon de se remettre en question ou pas. Et il y a quelques autres personnages autour qui gravitent que j'ai beaucoup apprécié aussi, les meilleurs amis notamment de ces deux jeunes gens, etc. Enfin voilà, il y a une petite panoplie de personnages très intéressants et très attachants. J'ai bien aimé aussi parce qu'il y a quand même une réflexion assez prononcée sur l'humanité, hein, sur ce que est capable de faire l'humain pour pouvoir survivre. Donc toute une réflexion éthique aussi. Voilà, c'était quand même super intéressant. Et puis c'était très bien écrit et c'était un page turner, hein. On a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir où va mener cette situation, où va mener ces deux jeunes. Voilà, donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, voilà, vous l'aurez compris. Je suis impatiente de lire le tome 2 parce qu'il faut savoir que la fin de ce tome 1, même si on sait, on se doute en tout cas de certaines choses, est terrible, vraiment, vraiment terrible, aussi bien au niveau de la situation que des conséquences psychologiques de ce qui se passe. Et franchement, du coup, ça donne vachement envie de découvrir le tome 2. C'est une duologie, hein, donc il n'y a que deux tomes. Et du coup, je me suis acheté le tome 2 dans la foulée. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de me le caser pour le lire, mais j'espère que je ne tarderai pas, tarderai pas trop. Voilà, voilà. C'en est tout pour mes lectures du coup du mois de novembre et de décembre. Comme je vous le disais, en dehors des romances de Noël que je vous présenterai dans une autre vidéo, certainement la prochaine vidéo Blabla Livresque, où je vous ferai aussi mon bilan 2021. En attendant, n'hésitez pas à venir me dire si vous avez lu ces romans, si vous les avez aimés ou pas, ou s'ils vous tentent, comme d'habitude, tout ça en commentaire ou sur Insta si vous voulez discuter en instantané, justement. Il n'y a pas de souci, ce sera avec un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus!